Les boss, c'est pareil. C'est compliqué en fait, on y réfléchit beaucoup à essayer de trouver des nouvelles. On veut pas juste vous faire un swap color, toujours pareil, on n'a pas envie de vous mettre un truc que vous avez déjà vu. Donc on essaie d'aller chercher des choses qui sont intéressantes, des nouvelles mécaniques. Alors on avait par exemple le roi qui était un truc en phase, on avait le nécro qui avait une tendance à invoquer, et on avait la grande prêtresse qui vous faisait vous mandaler sur la gueule, qui avait surtout pour effet de vous apprendre à faire des jets. La grande prêtresse, je l'aime bien pour démarrer. Boucle temporelle, c'est la capacité au seller, si je dis pas de conneries, qui permet à un pote de relancer les dés autant de fois que ce que tu veux. Ça, c'est cool, ça. Ah bah alors, ça va dépendre si tu as une équipe de mecs qui est prévue pour taper en zone, quoi. Si t'as un petit nécro, un petit pyro, pardon, ou un magicien, ou deux, trois, ou un briseur, tu vois, des gens qui arrivent à dératiser un peu la zone, ça dépend aussi du nombre de joueurs. Mais le nécro, si t'es 2-3, tu commences avec le nécro, il invoque des gens, en plus à ce stade-là de la partie, tu les maîtrises. Ça, normalement, il se passe relativement bien. Si t'es à 6 joueurs, je déconseille de commencer avec le nécro. Hein. Vous allez vous faire piner le cul. Bah ouais, voilà. Bah ouais, bah forcément. Ah oui, en plus t'as joué avec le paladin, toi t'as joué avec ces persos-là. Bah, le paladin ça marche bien hein, sur le nécro parce que son bouclier il est fort. La durée d'une partie sur le chapitre 2 ouais, devrait être à peu près équivalente au chapitre 1. Mets ta vie que chaque scénario sera même un peu plus court qu'une partie. J'aimerais bien avoir des scénarios qui sont entre 45 minutes et 1 heure, quitte à en faire 2 dans la soirée, tu vois. Mais que ça sorte sur un peu moins longtemps. Ah non, non, c'est bon, vas-y, on voit. Faut pas hésiter. Donc, par exemple, ce boss-là, alors lui, ce boss, alors j'ai pas encore testé le fardeau insoutenable, je viens de le mettre. L'idée, ça va être donc de poser l'affaiblissement que vous connaissez pas aussi, qui va être un nouveau truc. L'affaiblissement, c'est simple. Ça monte sur vous, donc on vous met de l'affaiblissement, il y a des monstres, des événements, des trucs comme ça qui font de l'affaiblissement. Vous faites sur tous vos jets, tout ce que vous faites tout le temps, vous faites autant de points en moins que ce que vous avez d'affaiblissement, donc vous avez affaiblissement 3, vous mettez moins 3 à tous vos jets. Si l'affaiblissement atteint à un moment votre niveau, vous mourrez. Automatiquement vous êtes hors combat. Donc lui en fait, elle pose de l'affaiblissement, elle peut pas vous tuer avec ça, ça monte maximum jusqu'à affaiblissement 3 lors de son combat. Le truc c'est qu'à n'importe quel moment elle peut retirer des jetons affaiblissement des persos et elle tire 3 cartes événements, elle vous les montre aux joueurs, vous prenez celui que vous voulez et elle vous le balance à la gueule direct. Donc du coup elle va piocher des events en plein combat et vous les balancer en pleine tronche, sachant qu'il y a des events qui sont un peu abusés. En plus du fait qu'on a beaucoup fait ça là, on a inclus d'autres personnages dans la défense, dans la survie de l'équipe. Le défenseur était un peu responsable tout le temps de la survie de l'équipe. Là maintenant il y a beaucoup plus de fois où il y a d'autres persos qui vont rentrer en jeu. Notamment là au début du tour, il y a un mec qui va faire soit un jet de foi, soit un jet de int supérieur à 20, sinon l'attaque de la grande envoûteuse et ignore les dégâts. Donc elle met une mandale à 6 ignorant les dégâts, il faut pas que le tank se loupe derrière. Alors en fait il y a un joueur qui va prendre la décision de faire le jet de foi ou d'int. S'il se loupe, quand elle va attaquer le défenseur, parce qu'elle est au corps à corps cette nana là. Alors sur pareil le corps à corps chapitre 2 ça veut juste dire à côté de moi en fait hein. Donc du coup elle le mandalera en ignorant la résistance aux dégâts des monstres, aux dégâts des joueurs. Donc elle va mettre des grosses mandales. Donc du coup c'est qu'il y a un autre mec faut pas faire de la merde. Alors pareil si tu arrives avec une équipe où il y a que des gogoles entre guillemets, hein, barbare, briseur de horde et je sais pas aventurier ce que tu veux. Hein, donc niveau d'intelligence globale 10, ça va être compliqué. Donc il vaut mieux partir avec des mecs intelligents contre elle. L'assimilé Evril, donc qui est le petit monsieur qui est là au milieu, là, lui ça va être un boss ça va être en plusieurs parties, ouais. En gros l'idée c'est qu'il a des parties, chacune de ces parties fait un effet. Il faut casser une de ces parties. Une fois qu'on a cassé sa partie, on peut attaquer Evril qui est là. Voilà, et on fait une attaque sur Evril et après il faut recasser une partie, une attaque sur Evril, casser la partie, une attaque sur Evril. Faut pas se louper sur l'attaque, hein, sinon on est dans la merde. Et du coup l'idée c'est de choisir quelle partie t'emmerde le plus. Donc là la partie elle fait qu'il a une réduction de dégâts à 4 et qu'il pète les boucliers très vite. La langue elle permet de faire une interruption des capacités. Et la queue elle fout de l'hémorragie à la moitié des pignoufs.
Donc du coup, en fait, alors c'est très drôle ce perso là, parce que je me suis dit ok, j'ai joué ce boss là, j'ai pris mes persos, je suis arrivé devant et je me dis ok, qu'est-ce que je pourrais en premier, qu'est-ce qui me fait le plus chier comme partie, et en fait j'ai pas eu de réponse à ça. J'ai dit tout me casse les couilles en fait, tout me violente force 8. Je pense que la langue c'est le plus chiant parce qu'il t'interrupte tes compétences et c'est un peu relou. Alors ouais, langue, queue et peau épaisse si tu as de la réduction, si tu as des trucs qui ignorent bien la réduction de dégâts. Dans l'idéal, ouais, faut y aller avec un peu de magie ou de la réduction de dégâts sur ce que tu veux. Hein. Et, si vous avez des questions, notamment de Nora ou machin, n'hésitez pas. Là, je vais vite fait chercher le doudou, sinon ça va partir en schtroumpf. Et puis je réponds à vos questions. Puis après, s'il n'y a plus rien, je pense qu'on a à peu près fait le tour sur ce qu'on sait à l'heure actuelle. C'est toujours. Alors, les déplacements vont être. Alors, j'avais commencé à faire des trucs un peu chialés, mais en fait, ça m'a vite gavé. En fait, je me rends compte que quand je fais des règles compliquées, ça me gave moi-même, donc je les fais pas. Je pense que les déplacements des personnages... Alors notamment, ce qui se passe beaucoup sur les jeux de rôle, c'est que suivant comment tu es équipé, tu vas plus ou moins vite. Donc ça, c'est en général la base. Notamment le tank. Hein. En général, le mec gros bourrin, avec son gros bouclier, tout ça, il est lent. Ok. Ça, c'est très drôle, sauf que le mec qui est lent, en général, parce qu'il est équipé comme un bourrin, c'est le mec que tu as envie de mettre devant. Ce qui fait que l'équipe se retrouve très généralement comme des cons à devoir attendre le gars qui devrait être devant parce qu'il est plus lent que tout le monde. Et je me dis, alors autant ça a une logique d'un point de vue construction de l'univers, ce que tu veux, autant d'un point de vue règle, c'est chiant comme la mort parce qu'il faut attendre ce mec là. Donc il y a de grandes chances que les déplacements soient fixes. Alors c'est pareil, j'aime pas les déplacements lancés de dés. Tu veux courir derrière un mec, le mec il fait 2d6, il se déplace de 12 cases, toi tu fais 2 et 1, tu te déplaces de 3 cases, tu dis attends j'arrive en 4 tours, c'est chiant comme la mort. Donc je pense que la distance de déplacement va être fixe. Elle est encore changeante parce que ça dépend grandement de la tronche des maps. Par contre, du coup, pour les frappes, en fait, tout ce qui va frapper à distance, ça va probablement être soit la moitié arrondi supérieur, soit à la distance de ta capacité, hein, simplement. Les monstres qui tapent à distance vont simplement taper à leur distance d'attaque. Donc en gros, le nombre de points d'attaque qu'ils ont, ça va être le nombre de distances qu'ils ont. Tout va être relativement simple en fait, hein, dans les règles. Il n'y aura pas beaucoup de choses plus compliquées que ça. Les règles de combat restent les mêmes, il y a juste effectivement cette notion de distance qui se rajoute. Je pense qu'on va aussi considérer que par défaut, tous les soins, tous les raises, tout ce qui est porté sur tes potes, c'est à distance. Il n'y a que... parce que par exemple, on n'a pas mis de petit arc sur le guérisseur. Ça veut dire quoi? Soit on devait décider que son soin était au corps à corps, soit on pouvait décider que son soin était à distance. Je pense que tout ça va être simplement à distance, hein. Ça va être tacite et ce sera marre. Donc en fait là, au niveau de notre travail, il nous reste à surtout tester les trucs pour les valider petit à petit, à dessiner beaucoup. Donc ça va surtout être Colline qui va s'y mettre, hein, Colline l'usurpatrice pour ceux qui l'ont eu. On a bien sûr toujours notre illustrateur pour les dessins qui est dessus. Donc on a fini les monstres puissants, on a fini les boss, on a aussi les dessins de tous nos persos, y compris ceux du chapitre 3. On a tous les persos jusqu'à la fin du jeu théorique, hein. Sauf si pendant Kickstarter on est gentil, on va rajouter des persos dans la boîte. Il y en a 6 de prévus, peut-être qu'il y en aura plus. À la base, il devait y en avoir 12 et il y a eu la Bardesse en fait qui a débarqué. Hein, il y en a qui aiment beaucoup. Regarde Sylva, qui est la première qu'on a pendue d'ailleurs, la toute première qu'on a sortie, et la première qu'on a dessinée. Qui fait pas partie des persos les plus compliqués à jouer ni les plus sophistiqués qui débarquent, hein. Elle est assez premier degré. D'ailleurs il y aura, si d'ailleurs tu as eu la guerrière Sylvane, du coup tu as eu les griffes, on va faire une armure qui va lui être spécifique aussi, donc ce sera pas prérequis ne pas porter l'armure, mais prérequis ce sera genre porter l'armure je sais pas quoi. Ça je vais le changer, donc elle aura sa propre armure, comme ça tout est écrit dessus et puis ça évitera les conneries. Je me tâte à faire que les griffes soient parce que là les griffes sont à une main. Je sais pas encore si je les passe à 2 mains ou pas. Je sais pas si je lui permets d'avoir un bouclier ou pas. Alors toi attends. Voilà, elle a cette double problématique là. Alors le problème c'est que si je laisse à une main, elle peut mettre un bouclier avec. Alors du coup elle finit avec une dextérité, une défense de fou et une réduction de dégâts de fou aussi. Alors, si tu finis en mode 9 de force et elle s'amuse à... Ça fait beaucoup, ça fait vite beaucoup. Donc je sais pas encore comment je vais la limiter, mais je pense qu'elle a besoin d'un tout petit coup de mou, mais je sais pas encore. Ouais.
Peut-être lui mettre une dex à 7 et une force à 5. Peut-être. Je sais pas encore, ouais. Ça pourrait être une bonne idée. Ouais, je pense que je vais jouer aux caractéristiques, t'as raison. C'est peut-être le plus simple. Le plus simple, effectivement. Donc les prochains persos sont donc l'usurpatrice qui arrive ici. Donc ça c'est pour information, donc c'est Colline, hein, c'est celle qui fait toutes les... c'est celle qui fait tout le graphisme du jeu, donc elle ne fait pas les dessins couleurs, elle fait plus ou moins tout le reste. Voilà, plus ou moins tout le reste c'est elle. On aura l'éclaireur. Alors l'usurpatrice qui va pouvoir faire tout un tas de trucs niveau 5 et qui niveau 3 permet aux gens de relancer les dés. D'ailleurs, elle a besoin d'un buff d'une manière ou d'une autre, simplement parce que ça c'est très bien, sa compétence de niveau 5 est très bien, mais pouvoir relancer les dés, quand on a la poisse, et ben c'est encore mieux. Et on n'a pas trouvé un truc à lui donner niveau 5 qui soit mieux que pouvoir relancer les dés. En fait, on a toujours envie de la laisser niveau 3 pour le faire juste relancer les dés en fait. Parce que c'est tellement fort quoi. Du coup, voilà, il faut que je réfléchisse. Alors, je pense que son truc là va lui coûter moins d'endurance. Faut que je réfléchisse. Je vais lui donner un petit truc. L'éclaireur, qui est probablement mon perso préféré, qui est pas, étonnamment, pas apprécié des gens plus que ça, ou peut-être pas encore compris à sa juste valeur, mais qui permet de créer des objets qui vous permettent de récupérer de la vie, de l'endurance. Les objets, en fait, il les crée et vous les mettez dans l'emplacement et vous les mangez quand vous voulez les manger, quoi. C'est Ouais, c'est hyper fort en fait, c'est de la ressource à... Et en fait les gens le lisent et disent ah je comprends pas trop, et ouais, si, c'est fort quoi. Et Ouais, et quand tu comprends, tu dis ouais brigand je vais le jouer en fait, ouais. Ouais c'est ça, mais après c'est normal qu'il y ait des persos qui fassent... Le seller par exemple, et l'érudit. Alors si t'as loupé le stream, il est pas là, je l'écrirai après. Il y aura un upload vidéo. Upload vidéo. Ouais, c'est l'éclaireur et c'est très fort. Et la compétence de niveau 5 qui fait de l'empoisonnement. Donc voilà, pardon, c'est vrai qu'il y a des persos, c'est ça que j'ai en train de dire, il y a des persos que les gens ils le lisent. Par exemple, l'érudit et le seller, ils sont jamais joués la première partie. Tout sur les, je sais pas, à l'heure actuelle, je dois être à plus de, je sais pas, 400-500 parties facile. Avec des gens, j'ai vu entre 2000 et 3000 joueurs passer. L'érudit, honnêtement, sur 20 parties, c'est tout ce qu'il a été pris, quoi, en première fois. La plupart des gens ne prennent pas le seller, c'est pareil. Alors, quand tu fais plusieurs parties, tu dis ok, je vais les prendre, parce qu'en fait, contrôler ton déplacement ou bloquer les salles, et pareil, en fait, ça revient à contrôler ton déplacement, c'est très fort, et tu ne le sens que plus tard, quoi. Le mage du sang, il permet de poser des barrières sur les gens. Alors je pense que ça va durer jusqu'à la fin du combat. Lui il va être nerf. Il pose une barrière, en gros, dès qu'une attaque devrait toucher un mec, la barrière explose et l'attaque ne touche pas. Le problème c'est que ça reste entre les combats à l'heure actuelle et c'est un peu trop fort. Parce que du coup c'est un peu le même principe que l'éclaireur Sylvum, c'est-à-dire que l'éclaireur là pardon, tu balances ta compétence et puis ça servira quand ça servira. Ce qui fait par exemple que le mage du sang, quand il arrive en bout de donjon, avant de rentrer à la maison, il claque son endurance pour mettre des barrières sur tout le monde et puis ça servira plus tard. Donc voilà, il faut que ça dure jusqu'à la fin du combat ou un truc comme ça. Il faut qu'il y ait une limitation à son truc là, parce que sinon il peut en poser partout et puis tu arrives à un stade où tout le monde a des barrières et le MDD il peut plus toucher personne, quoi. Donc ça va être nerf, c'est sûr. Compétence de niveau 5, ça ressemble un petit peu au pyromancien. En fait, il pose un truc sur un mec, sur un des ennemis, et quand cet ennemi-là meurt, ça explose et ça inflige des dégâts à tous les autres ennemis restants. L'effet qui se coule, c'est que ça remet de la vie au mage du sang, et le truc, c'est que le mage du sang, il se sert de sa vitalité pour balancer sa compétence. Donc concrètement, ce qui peut se passer, c'est que vous balancez des barrières sur tout le monde, en payant avec votre vie. Vous balancez sans perdre votre tour, donc vous faites autant de fois que vous voulez dans le tour. Ensuite, vous balancez ce truc-là. Il y a un pote qui fait exploser le monstre, ça tue tout le monde. Vous récupérez toute votre vie et tout le monde a des barrières et c'était gratuit. Donc ça combote bien avec un petit copain à côté qui fait le taf. C'est très fort. C'est très drôle. Par exemple, lui, ce mec-là, il se balade contre un nécromant, quoi. Il le défonce, mais d'une force. La guerre Sylvum, on l'a vu. L'illusionniste, l'illusionniste qui a changé. Je suis désolé, Hermos. C'était Hermos qui aimait bien les... Ça a changé, je suis désolé. La compétence de niveau 3 a changé en fait. Ce que j'aimais pas avec l'illusionniste, c'est qu'elle commençait son combat, elle avait 2 jetons énergie, et après elle en récupérait un par tour. Donc ce qui se passait en fait, c'est premier tour, tu mettais 6 à quelqu'un,
Et après, tu mettais 2, 2, 2, 2, et il se passait plus grand chose en fait. Hein. Sa compétence niveau 3, elle avait une utilité tout de suite, et après, elle s'écrasait un peu comme une merde. C'était pas foufou sur le long terme. Donc là, en fait, à chaque fois qu'un allié. Alors maintenant, les jetons restent entre les combats. Tu peux les stacker. Par contre, les jetons ne se font plus naturellement. Mais dès qu'un mec autour de toi utilise de l'endurance, tu génères un jeton. Donc en gros, tu vas être dépendant des gars autour de toi. Et puis après, même principe, hein, elle peut cramer des jetons énergie et balancer des points de dégâts comme elle veut aux potes aux alentours. Et après, l'illusion, elle invoque des illusions. Alors pour information, les illusions ici viennent avec des cartes, hein, un peu comme la guerre Sylvum qui a sa propre carte de griffe et qui aura son armure. Elle vient avec des cartes. L'usurpatrice aussi d'ailleurs vient avec des cartes. Il y a beaucoup de gens qui apportent maintenant leur propre carte ou leur propre jeton en fait. Hein. Il y a beaucoup de choses, de trucs un peu plus poussés qui débarquent. Voilà un autre perso aussi, un peu comme le brigand, qui va permettre d'interagir avec les butins, avec l'alchimiste. Donc il n'y avait que le brigand là, qui permettait en donjon. Nora qui est déjà fan du mage du sang. Ouais. Ouais, le mage du sang il plaît beaucoup. Hein. On l'a joué, il est très très fort. Le prodige de l'ordre, transmutation, donc au niveau 3. Donc en gros, quand vous récupérez un butin, vous pouvez faire une transmutation. Vous allez chercher, vous balancez. Typiquement, je récupère une arme dorée qui sert à rien dans l'équipe. Plutôt que de la vendre à 1 au marchand, il balance la transmutation et il va l'échanger contre un truc qui vaut 3 chez Alchimiste. Alors je pense que je mettrais 3 ou moins. Ça peut être moins, ça ne me choquera pas. Mais concrètement, ouais, ça permet de faire des trucs très très forts. C'est une autre manière pour vous d'aller chercher du matos d'alchimiste en plein milieu de la traversée. C'est assez fort. Et le deuxième effet qui se coule, c'est que si vous êtes dans le chapitre 1, tous les objets présents dans la défausse du forgeron peuvent être achetés comme s'ils étaient à vendre. Donc dès que vous êtes à la maison, si vous vous laissez passer des trucs chez le forgeron, vous ne pouvez pas les acheter tout de suite, vous en foutez, parce que lui, il vous permet de tout acheter quand vous voulez. Donc t'es plus limité sur l'instant T, quoi. Dès que lui est niveau 3, c'est plus un problème. Ça enlève cette problématique-là. Asservissement, donc lui, dès qu'il tue un monstre de base, il peut le prendre sous son commandement. Et après, il met des mandales avec. Donc il se fait des potes, ce mec-là. D'ailleurs, sa compétence de niveau 7, c'est que dès que quelqu'un tue un de ses potes, et ça lui explose à la tronche. Donc après, il les envoie en mode bombe explosive. Ça, c'est la capacité de niveau 7. Ça, c'est... Ouais, c'est drôle ça. Tu prends un mec et tu l'envoies faire exploser. C'est drôle, c'est hyper la joie. Je pense par contre, effectivement, quand j'ai écrit ça, c'était les monstres de base. Ça va changer du coup. Ça va être 2 monstres de base ou un monstre intermédiaire. Ça va être probablement quelque chose comme ça qui va être capable de faire intermédiaire. Alors ceux qui l'ont eu chez eux, celui-là, il est complètement pété parce qu'en fait, les monstres à la base infligeaient, en plus de leurs dégâts de base, ils infligeaient la moitié de la foi du prodige. Ce qui fait qu'en fait, on avait des archers qui mettaient des mandales à 11, genre. On avait des chiens qui mettaient des mandales à 16. C'était... Alors en fait, quand j'ai écrit ça, j'ai dû fumer mon slip. Je m'en suis pas rendu compte. Et on a fait 1 ou 2 parties avec et c'était n'importe quoi. Absolument n'importe quoi. Donc voilà, on a fait les classes, on a fait les boss, on a fait les armes, on a fait les événements, je crois qu'on a tout fait, on a fait les maps, on a parlé du système de jeu. Voilà à petit peu près où on en est. En vrai, on aura bien avancé, je pense qu'au moment où le Kickstarter démarrera, je pense qu'on aura quasiment fini, quoi. On sera à 90% prêt et on sera sur du peaufinage probablement de manuel, de boîte, de trucs comme ça, quoi. On sera vraiment sur de la fioriture. Donc il y a de grandes chances que juste derrière on lance la production et puis après il faut compter 3 mois et donc toujours pareil, avec un peu de chance pour Noël. Encore qu'on n'aime pas les envoyer pour Noël parce que la Poste ils font encore plus du foot avec les colis qu'en temps normal. Et sinon ce serait effectivement pour... Voilà, en plus. Voilà. Alors, sachant que dans tout ça, quand vous aurez fini le chapitre 2, vous aurez plus ou moins fait le tour de la partie sud de la map. Vous aurez peut-être vu Orcal, Campement de l'Ordre, Crypte d'Illus, vous connaissez déjà. La carrière, la forêt, le temple, un truc dans ces eaux-là, vous allez plus ou moins voir ça. Et du coup, il vous restera tout ça à découvrir dans le chapitre 3. Donc, vous devriez y avoir largement suffisamment de matos. Et ça, c'est simplement si on se chauffe et qu'on décide pas de faire une autre île à un endroit ou un autre. Mais je pense que voilà, déjà quand on aura fait le tour de tout ça, on aura fait pas mal de choses. Alors, tout en gardant la surprise, pour le Kickstarter, c'est du stretch goals, ou add-on, ou les deux, du all-in, etc. Alors, on n'est pas fan
Alors il y aura du stretch goal, ça c'est sûr. Donc il y aura des trucs qui vont se débloquer en fonction de ce que vous faites, hein, notamment les figurines. On n'est pas grand fan, d'ailleurs on a eu pas mal de problèmes avec ça sur Kickstarter, les gens qui prennent des pledge managers. Là. Donc en gros tu achètes, alors ce qui se passe à l'heure actuelle c'est incroyable, donc tu mets 120 balles dans un jeu. C'est à peu près, c'est le prix moyen sur Kickstarter d'un jeu à l'heure actuelle, hein, 120 balles. Donc les mecs sont complètement tarés. Et après, quand il y a plein de choses qui se débloquent dans Kickstarter, parce que les mecs ils ont fait 4 milliards 200 millions là, tu débarques et en fait ils te disent que les 120 balles, il n'y a pas tout. Et qu'il faut donner encore plus d'argent. Voilà, il faut donner encore plus d'argent pour avoir... Alors le jeu à ce moment-là, le jeu qui débarque à 250 bullish, il a intérêt à faire la popote, parce qu'à 250 bullish j'ai un Thermomix à Lidl, et il fait la popote le machin, et sans déconner c'est abusé quoi, les prix des trucs. Donc nous, même principe, je pense qu'il y aura des stretch goals qui rajouteront du matos dans la boîte, c'est-à-dire tout le monde les aura, tous ceux qui auront acheté le boîte du jeu de base auront le matos, hein. C'était le cas de la Bardet, c'était le cas de tout ça, hein, tout le monde les a eu. Ensuite, tout ce qui débloquera des figurines en plus, je pense que en fait ce qui va se passer c'est qu'il y aura un minimum de figurines qui va être fait par nous, c'est sûr. Alors ouais, déjà ce qui se passera c'est qu'il y aura probablement des... Donc vous pourrez acheter les sleeves, vous pourrez acheter tout un tas de trucs, les plateaux AD, les machins, on fera des packages un peu moins chers à ce moment-là. Et après, les figurines, par contre, si mettons on gagne la race de thunes et qu'on en débloque suffisamment pour en faire 15 ou 30, on peut pas donner à un mec acheter 60 balles le jeu, même 80 balles, lui donner 30 figurines, parce que là on perd de l'argent. Donc il y aura probablement un système de sélection des figurines que tu veux, en ayant des bonus en fonction de ce qui a été débloqué, après le reste sera achetable à côté. Donc ce sera probablement un mi-chemin entre les deux. Par contre, tout ce qui sera carte perso, comme pour le premier Kickstarter, tout ce qui pourra être débloqué et rajouté dans la boîte du jeu de base sera débloqué et rajouté dans la boîte du jeu de base, sans aucun problème, ça c'est sûr. S'il y a vraiment des trucs à acheter à côté, à voir à côté, parce que nous on a les moyens de les faire produire, ce sera vraiment des choses qui sont pas... Je veux pas vous faire payer des mécaniques de jeu, c'est simplement ça que je veux dire. Je veux pas que vous me dites je paye un perso, je paye des cartes, je paye un set de 10 armes en plus, ça m'intéresse pas. Si on fait du perso, si on fait des armes, si on fait du machin, c'est pour que vous les testiez, que vous jouiez avec, c'est pas pour les faire payer. Ceux qui veulent nous donner de l'argent pour embellir le jeu, tout ça, les figurines, en fait, avec grand plaisir on prend, et nous ça nous fait plaisir de vous faire plaisir, mais tous ceux qui veulent simplement jouer au jeu, et je veux pas que ça soit un DLC de jeu vidéo quoi. Tu veux la vraie fin, faut payer 15 balles. Non, tu joues et profites quoi. Non mais voilà, et concrètement c'est ça qui se passe sur le Kickstarter actuel, c'est que voilà, les gens Kickstarter c'était censé aider à kickstarter des projets de gens qui étaient pas très connus, et maintenant t'as des trucs kickstarter en 14 minutes, on a fait 2,5 millions. Putain mais t'as rien à foutre. Non mais sans déconner, je veux dire, c'est plus du kickstarting quoi. Enfin je comprends que Kickstarter il laisse tourner, ça leur fait du fric, mais c'est vrai que c'est hyper bizarre, hein, parce que du coup ceux qui veulent vraiment kickstarter un projet qui ont besoin de 2000 balles, et ils galèrent à les avoir quoi. Le mec il a besoin de 2000 pour imprimer sa petite BD, il peut pas parce que t'as Gloomhaven à côté ou Frosthaven ou je sais pas quoi là qui fait 2 millions ouais. Puis après ils disent bon les dés par contre c'est payant, sinon vous prenez les vôtres. Putain les gars, enfin il y a du foutage de gueule, puis après t'as des Kickstarter, enfin t'as des jeux qui sortent qui sont affreux quoi. Moi je trouve le Dark Souls affreux, 40 balles pour une carte et une figurine c'est du foutage de gueule. Le Resident Evil 2 c'est une blague, enfin il y a plein de jeux. Et c'est d'autant plus blaguant que nous, maintenant qu'on est de l'autre côté, qu'on sait les coûts de production, qu'on sait combien ça coûte, qu'on voit combien on peut machiner, en faisant une marge qui nous permet d'être relativement bien et donc de faire tourner l'entreprise, parce qu'on a les charges, les machins, les bidules, et qu'on voit ce que les gens ils vous font payer des fois 80 balles, on dit putain les enculés quoi. Les enculés. Force 8. Mais bon, cela ne nous regarde pas, on n'est pas là pour se faire des ennemis. C'était le petit côté monde de merde.